Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, visite du roi du Maroc Mohamed VI au Gabon. La question du développement était au cœur de ce déplacement ce mercredi. L'agriculture figure parmi les secteurs prioritaires. Un don de fertilisants a été remis. Le Cameroun déclenche une veille sanitaire en raison de la fièvre de Marburg qui sévit dans le pays voisin, la Guinée équatoriale, où le virus a fait 9 morts à l'est du pays. 23e Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Le coup d'envoi sera donné ce samedi au Caire, la capitale égyptienne. Au total, 12 équipes sont en compétition. Nous ferons le point dans ce journal. À la veille du sommet annuel de l'Union africaine, un mini-sommet s'est tenu ce vendredi à Addis Abeba, rencontre qui réunissait les chefs d'État des pays de la communauté d'Afrique de l'Est, consacrée à la situation à l'est de la République démocratique du Congo, déchirée par des années de conflits, avec des milices toujours très actives. L'Angola et le Burundi ont présidé ce sommet sous-régional. Au menu des discussions, la relance du processus de paix et la nécessité de parvenir au retrait de la rébellion du M23 qui a repris les armes fin 2021. Rien n'a encore filtré de cette rencontre et de ses conclusions. Ce sommet s'est donc tenu avant le 36e sommet de l'UA qui s'ouvre ce samedi avec comme thématique l'accélération de la zone de libre-échange africaine. Dans l'actualité également, une session extraordinaire du Conseil national de transition au Mali. Celle-ci a été convoquée par le président de transition, le colonel Assimi Goïta, et est dédiée à la question de la révision de la loi électorale. C'est ce vendredi que la séance a été ouverte. Elle s'étalera sur plusieurs mois. Les sujets relatifs à la création de nouvelles circonscriptions et à la réorganisation administrative du territoire vont aussi y être débattus. Cette session extraordinaire du Conseil national de transition se tient à quelques semaines du référendum sur la nouvelle constitution fixée au mois de mars prochain et à un an de l'élection présidentielle prévue en février 2024. Le renforcement du partenariat entre le Maroc et le Gabon, c'est la volonté affichée par les deux pays ce mercredi lors de la visite du roi Mohamed VI à Libreville au Gabon, déplacement au cours duquel le partenariat économique entre les deux pays a été évoqué, avec notamment la question liée à l'agriculture. Et sur ce point, le souverain marocain a fait un don de plusieurs tonnes d'engrais destinés aux agriculteurs gabonais. Les précisions de Séverin Douqueux. En voyage à Libreville au Gabon, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc a eu un entretien avec le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, au palais présidentiel de Libreville le mercredi 15 février 2023. Entretien au cours duquel les deux dirigeants ont revisité l'état du partenariat bilatéral entre leurs deux États dans tous les domaines. Le Maroc et le Gabon sont signataires depuis 2019 de 24 accords de coopération dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'habitat, les nouvelles technologies, la formation professionnelle ou encore l'agriculture. Le souverain marocain a procédé au terme de cet entretien à la remise, en guise d'action de solidarité, d'un don de 2000 tonnes de fertilisants aux agriculteurs gabonais qui rencontrent des difficultés d'accès aux engrais, dont la conséquence est la sous-production agricole. Selon l'IFAD, le Fonds international de développement agricole, 60% des produits alimentaires de base sont importés. Le Gabon, grâce à son plan stratégique Gabon émergent, envisage d'atteindre son autosuffisance alimentaire en réduisant drastiquement la dépendance aux importations et de produire environ 50% de sa consommation à l'horizon 2025. Les denrées alimentaires consommées par les Gabonais sont à 80% importées. Cette dépendance excessive a été renforcée et mise en lumière par la Covid-19. Aussi, les coûts des engrais ont largement augmenté, passant de 25 à 45 000 francs CFA. Les producteurs ont besoin d'appui pour leur permettre de booster la production locale, d'être plus efficace et compétitif. Cette dotation d'engrais vient à point nommé. Elle va participer pendant un moment à la réduction des coûts de production tout en nous permettant d'augmenter nos rendements. Aussi, cela cadre étroitement avec les objectifs de l'État qui ambitionne de réduire 50% des importations des denrées alimentaires à l'horizon 2025. En d'autres termes, nous devions être capables de produire localement 50% des aliments que nous consommons dans la même période.
Le royaume chérifien, premier producteur et exportateur de phosphate et de produits dérivés, renforce sa coopération avec le Gabon où les coûts des engrais ont augmenté de 50% depuis 2020. Suivant la volonté du roi du Maroc, une action structurelle sera entreprise en 2023 avec l'objectif de permettre aux agriculteurs gabonais d'accéder aux fertilisants de qualité et adaptés aux besoins des sols et cultures de la région. Pour tenter de limiter les effets de l'inflation qui, fin 2022, a atteint 6,6% au Maroc, les consommateurs sont en effet, entre autres, confrontés à une flambée des prix des produits agricoles. Eh bien, pour y faire face, le gouvernement marocain a décidé de suspendre les exportations de certains légumes vers l'Afrique de l'Ouest afin de sécuriser les besoins du marché local. Cette disposition, estime le gouvernement, devrait permettre de rééquilibrer le marché intérieur. Mildred Diamouf. Le Maroc n'exporte plus ses légumes vers l'Afrique de l'Ouest. Les tomates, oignons et pommes de terre sont désormais interdits à l'exportation du Maroc à destination du marché ouest-africain. La mesure, d'après le gouvernement marocain, vise à lutter contre l'envolée des prix des produits agroalimentaires, assurer la sécurité alimentaire et stabiliser le marché local. Alors oui, on peut constater effectivement que le Maroc n'exporte plus pour contrôler son marché, puisqu'on sait que les vagues de froid qui se sont abattues sur le Maroc cet hiver ont considérablement fait baisser la production qui était de 1,5 tonne par hectare et qui a été ramenée à une demi-tonne par hectare. À l'approche du Ramadan, et on sait à quel point pendant cette période-là la demande est forte, on essaye de limiter l'impact de la pénurie qui existe et qui s'annonce pour les semaines à venir. L'agriculture marocaine est affectée par la sécheresse de 2022 et une nouvelle vague de froid en ce début d'année 2023. Une situation qui plombe considérablement les performances de plusieurs filières phares. La tomate connaît une flambée des prix sur le marché intérieur en raison de la baisse de l'offre locale liée aux vagues de froid qui touchent la région de Souss-Massa, principal bassin de production du pays. Le prix du kilogramme de tomate se situe actuellement entre 10 et 12 dirhams, soit le double du tarif de décembre 2022. Cela dit, les professionnels de la filière aujourd'hui s'inquiètent malgré tout d'une éventuelle pénurie sur le marché local, sans parler effectivement des pertes à venir et que les professionnels enregistreront sur le marché à l'exportation qui est complètement suspendu aujourd'hui et qui risque d'impacter la filière fruits et légumes marocaine, qui, je le rappelle, est un des secteurs les plus favorables à l'économie marocaine, en particulier en termes d'exportation. En 2022, l'inflation a atteint 6,6% au Maroc, avec un bond de 11% de l'indice des produits alimentaires, contre 3,9% pour les produits non alimentaires, selon le Haut Commissariat au Plan. Notons que l'Afrique de l'Ouest est le principal marché africain pour les produits agroalimentaires marocains, avec environ 54% des expéditions. Les légumes représentent 5% des échanges entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Une veille sanitaire a été décrétée au Cameroun face à la fièvre de Marburg, déclarée en Guinée équatoriale. Dans ce pays voisin, en à peine un mois, 9 personnes sont décédées des suites de cette maladie à l'est de la Guinée équatoriale, où on dénombre également 16 cas suspects. Alors, devant la flambée des cas dans le pays voisin, les autorités camerounaises sont donc en alerte avec une attention particulière sur les zones frontalières avec la Guinée équatoriale. Nathalie Mo. Le ministère camerounais de la Santé publique a enclenché un mécanisme de veille sanitaire suite à l'apparition d'une épidémie de fièvre de Marbourg en Guinée équatoriale voisine. L'alerte, qui a motivé une rencontre avec le ministre Manaouda Malachi le 14 février 2023, a été donnée après l'identification de 2 cas suspects dans les districts de santé d'Ambam, qui est aussi au Lamzé, frontalier avec la Guinée équatoriale. 2 cas, heureusement négatifs, a rassuré le ministre camerounais de la Santé publique. Et en même temps, il faudra savoir que l'évaluation faite des capacités du pays à répondre efficacement à cette menace, si elle venait à s'imposer, apparaît clairement que le Cameroun est presque prêt à pouvoir répondre efficacement contre cette pathologie. Nous prenons l'exemple, par exemple, des laboratoires qui sont capacités pour réaliser les analyses, le séquençage et la charge virale des échantillons, s'il viendra avoir des cas. On a aussi la surveillance qui a été renforcée par le déploiement des équipes d'investigation
d'investigation et d'intervention rapide, en fait, qui est un peu, comme on dit, le BIR de la santé. Dès qu'il y a des cas d'épidémie ou de pandémie, ces équipes sont rapidement déployées et actuellement, ils sont déjà sur le terrain et donc, ils sont là, ils sont en alerte pour pouvoir trouver des cas. Dans la même lancée aussi, il y a aussi le personnel de santé des districts, surtout ceux de Kiosi, Olamze ou Ambam, qui ont été briefés sur la prévention et le contrôle de ces infections. Et il faudra savoir que les capacités de prise en charge de ces districts ont été évaluées et renforcées. N'oublions pas que le dialogue communautaire pour susciter l'implication des leaders communautaires et religieux dans la détection des cas a été établi. La fièvre de Marbourg est une maladie hémorragique hautement contagieuse qui présente un taux de létalité de 90%. Face à la gravité de cette menace sanitaire, le ministère de la Santé publique a dans un communiqué prescrit la vigilance. Le ministre Manaouda Malachi invite les populations à renforcer les mesures primaires d'hygiène. Je réitère aux populations frontalières de la Guinée équatoriale en particulier et à l'ensemble du territoire national en général le respect des précautions standards d'hygiène, à savoir se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre, coulante et du savon, surtout après avoir manipulé un animal ou un produit d'origine animale ou après avoir pris soin d'une personne représentant des symptômes de fièvre hémorragique. Éviter le contact avec les fluides corporels des personnes malades, y compris les rapports sexuels. Évite le contact avec les animaux sauvages, malades ou trouvés morts. Laver les aliments et les consommer bien cuits et chauds. Depuis le 11 février 2023, le Centre de coordination des opérations des urgences de santé publique a pris l'engagement de renforcer les capacités de détection précoce et de réponse rapide à tout cas de fièvre hémorragique virale au Cameroun d'ici 2024. Dans la foulée, le ministère de la Santé du Cameroun a rappelé que le numéro vert 1510 est ouvert pour signaler tout décès suspect aux symptômes de type fièvre, épuisement, vomissement et diarrhée sanglante qui caractérisent la fièvre de Marbourg. Joseph-Antoine Bell est le nouveau président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. L'ONIES qui demeure placé sous la tutelle du ministère camerounais des Sports. L'ancien gardien des Lions indomptables arrive à cette position sur décision du président de la République Paul Biya. Joseph-Antoine Bell, dont le mandat consistera à relever les nombreux défis liés à la maintenance et au développement des infrastructures sportives. Reportage Laetitia Mebenga. Conduire les travaux de réhabilitation et de rénovation des infrastructures et des équipements sportifs ou encore assurer la gestion administrative, financière et technique des infrastructures et équipements sportifs entre autres. Voilà à quoi devra désormais s'atteler Joseph-Antoine Bell, nommé par le président de la République Paul Biya au poste de président de l'Office des infrastructures et des équipements sportifs, une institution créée en 2022 pour garantir une meilleure gestion des infrastructures sportives. Ma carrière de footballeur va m'être utile, mais il n'y a pas besoin que de ça pour pouvoir être manager. Donc j'avais été dans la commission de relecture, c'était il y a longtemps, en 2004. Le chef de l'État m'avait nommé au comité CAN, le comité de préparation des CAN. La dernière a eu lieu en 2022, donc ça fait 7 bonnes années de présence au comité CAN. Et surtout, j'avais participé au grand dialogue. Donc le chef de l'État, lui, avait pensé que je n'étais pas que joueur de foot. Le sport étant l'une des priorités des autorités camerounaises, les attentes sont énormes et les regards sont tous portés sur le double champion d'Afrique et son équipe. Les infrastructures sportives constituent un véritable levier pour la promotion et le développement du sport et son économie. Nous voyons ces derniers temps, on fait confiance déjà aux nationaux. En ce qui concerne la gestion du football au Cameroun, nous avons vu déjà la session de M. Samuel Eto'o comme président de l'Africa Foot. Et donc, une suite logique est que Joseph-Antoine Bell soit aussi à la tête de l'Office national des infrastructures d'équipement sportif du Cameroun. Et depuis que le football camerounais est remis entre les mains des sportifs, des footballeurs, vraiment, je peux dire que les choses vont bien. Le Cameroun, suite à l'organisation de plusieurs compétitions internationales, s'est doté en quelques années de plusieurs infrastructures sportives internationales. Il s'agit entre autres du Palais Polyvalent des Sports, du complexe sportif de Japoma à Douala ou du stade Omnisport Paul Biya d'Olembe. Des infrastructures de dernière génération qui font du Cameroun la locomotive sportive de l'Afrique centrale.
12 pays prennent part à la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Le coup d'envoi de la compétition sera donné ce samedi en Égypte, où l'événement va se poursuivre jusqu'au 12 mars prochain. Alors le match d'ouverture est prévu dimanche, rencontre qui opposera l'Égypte au Mozambique au stade international du Caire. Le point avec José Douglas. Des joueurs comme Mido, Mossala, Yaya Touré, John Obi Mikel ou encore André Ayour s'en souviennent encore et ont été révélés chez les U20. 3 stades ont été choisis. Il s'agit de Cairo International Stadium du Caire, où évoluent Al-Ahly et Zamalek. Suez Canal Authority Stadium à Ismaïla, nouvellement construit, inauguré en septembre 2022. Alexandria Stadium à Alexandrie, qui a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations 2019. 3 groupes, et dont le C, la République centrafricaine, qui effectue son grand retour sur la scène continentale. Le gouvernement et la fédération centrafricaine sont en train de se battre pour réhabiliter le stade suspendu par la FIFA et la CAF. Et là, présentement, je peux vous dire que les U20 sont présentement en préparatif de la CAN U20. Ils sont présentement au Maroc. Les affiches des premiers jours, ce dimanche 19 février, 14h GMT, Égypte contre Mozambique et 17h, il y aura un certain Sénégal-Nigeria. Le 10 février, à 14h GMT, Ouganda, République centrafricaine et ensuite Soudan du Sud contre le Congo. Et puis nous retrouverons le mardi 21 février, 14h, Gambie-Tunisie et ensuite Bénin contre la Zambie. Mais faisons un point sur le foot centrafricain en ce moment. Le capitaine de l'équipe nationale de la Centrafrique, M. Kondogbia, Geoffrey Kondogbia, qui joue à Atlético de Madrid. Donc nous avons des joueurs, nous avons des Centrafricains. Il nous manque seulement la politique de détection. Comment faire venir, ramener tous ces joueurs en Centrafrique pour mouiller le maillot pour la République centrafricaine. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Difficile de parler d'un favori, mais attention au Sénégal qui mène une politique rigoureuse sur la formation de ces jeunes avec plusieurs académies dans le pays. Le Ghana vainqueur de l'édition 2021 face à l'Ouganda. Le Nigeria compte plus de victoires dans la compétition avec 7 titres devant le Ghana et l'Égypte. Beaucoup de recruteurs de clubs africains et internationaux rejoignent le Caire dès ce week-end pour dénicher là où les perles rares. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.